Morgan. Le docteur Van der Castafolt était en tout point comparable à Henri. Comme lui, il était issu des prouesses de la robotique et arborait une blouse de scientifique. Cependant, Van der, comme l'appelaient ses amis, n'avait ni moustache ni conscience d'être un robot. Il n'était pas vraiment bon en sciences, préférant se concentrer sur les effets pyrotechniques de spectacle, comprenez les projecteurs et les feux d'artifice. Livré en Belgique lors de sa première mise en service, il avait acquis un fort accent wallon qui le rendait à la fois déconcertant et sympathique. En fait, à bien y réfléchir, Van der Castafolt n'avait rien à voir avec Henri. Il vivait dans la petite bourgade de Néo-Versailles, où il avait par le passé fièrement orchestré les spectacles du voyageur du temps. Il conservait certaines de ses affiches dans sa roulotte, vestiges de l'âge d'or de la gaudriole, comme il aimait à les nommer. Le jour où il avait reçu la visite de l'homme au manteau noir, il était en pleine élaboration de son nouveau fumigène. Il n'avait pas entendu tout de suite les coups donnés à la porte de la roulotte qui lui servait de laboratoire, concentré qu'il était sur le dosage de sa solution. Il avait finalement ouvert, laissant échapper un épais nuage de fumée grise. « Ouf, petit, va falloir que je travaille un peu la couleur du bazar !» s'était-il exclamé au bord de l'asphyxie. Puis l'homme s'était présenté. Il lui avait expliqué s'appeler Lou, ce qui n'avait pas manqué d'amuser Van der, qui lui avait demandé aussi sexy il chantait. L'homme avait demandé pourquoi, Van der avait répondu que cela aurait fait de lui un loup-garou. Lou n'avait pas ri, mais Van der s'était promis de raconter cette blague à la baronne qui serait sûrement un bien meilleur public. L'homme loup avait alors dit qu'il cherchait le plus grand pyrotechnicien de la région, ce pourquoi il s'était tout naturellement tourné vers lui. Van der Castafolt avait senti une bouffée d'orgueil lui titiller la glotte et il avait confirmé son pédigré. L'homme voulait lui proposer la réalisation d'une machine en vue d'un spectacle pour enfants. « Pour enfants !» avait répété Van der avec un intérêt croissant. « Pour enfants !» avait confirmé son invité. Puis, il lui avait expliqué plus en détail. Il s'agissait d'une machine capable de donner l'illusion de la disparition. Il avait apporté les plans de l'ancien modèle qui, selon toute vraisemblance, ne lui donnaient plus satisfaction. « Oh, je vois !» avait dit Van der. « Une sorte de farce et attrape pour les ptios !» Lou avait plus ou moins confirmé l'affirmation et poursuivi sa description. Il était prêt à payer cher pour une nouvelle machine capable de faire de la fumée, de la lumière et du bruit. Il n'en avait pas fallu davantage à Van der, dont les 3 passions venaient d'être énoncées dans l'ordre, tel un tiercé gagnant. Il avait alors proposé la chopinette, Lou avait décliné, Van der l'avait servi 3 fois. Entre 2 jus de chaussettes, l'artificier avait tenu à rassurer son hôte. « Vous savez, on peut dire que vous avez tapé dans le mille, hein. Les spectacles pour les ptios, ça c'est ma passion. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît, attention. » Lou n'avait pas eu d'autre choix que de s'intéresser aux détails techniques des métiers de la scène. Par exemple, le plus important, c'est la sécurité, hein, voyez ? Surtout pour les tout ptios, ça flambe en un rien de temps. Je suis d'ailleurs en train de développer un tout nouveau modèle de fumigène. Je veux pas trop m'avancer, mais il est possible que je parvienne à le parfumer à la banane. Il avait débouché une fiole qu'il avait placée sous le nez du canidé. « Cherche la banane !» avait-il lancé avant de s'auto-congratuler d'un grand éclat de rire. Lorsqu'il avait recouvré son calme et essuyé avec sa cravate ses yeux humides d'avoir tant ri, il avait expliqué que l'arôme de banane n'était pas encore très présent, mais que l'effet fumigène, lui, était des plus impressionnants. Sur quoi, Van der avait imbibé un morceau de tissu auquel il avait mis le feu. La seule fumée que Lou avait alors pu noter avait été celle de la blouse du scientifique, déjà gagnée par les flammes. L'incendie maîtrisé, Lou avait alors proposé à l'inventeur de venir faire un tour dans son terrier, pour voir l'ancienne machine et mieux comprendre le mécanisme. Van der avait accepté avec joie cette petite promenade digestive et avait resservi une paire de godets. Le voyage en 2 chevaux qui avait suivi avait été le premier de sa vie. Malheureusement, il n'avait pu en profiter pleinement, trop occupé à vomir sous l'effet du mal des transports et de la vitesse, avait-il assuré. Le scientifique s'était par la suite étonné de constater qu'un si grand endroit fût désert. Mais Lou lui avait assuré que les enfants étaient de sortie. Il voulait leur faire la surprise, avait-il précisé. Van der avait rétorqué qu'il adorait les surprises, ce à quoi Lou n'avait pas cru bon de répondre. Le Castafolt avait observé la porte et en avait tout de suite pigé le mécanisme. Des barils de liquide, positionnés dans les angles, fournissaient la fumée nécessaire à la création de l'écran. L'image, elle, devait être issue d'une vidéoprojection depuis le fond de la scène. Van der avait souligné l'ingénieux système de cercle en rotation, parfaitement inutile mais ô combien récréatif. « Voyez, je pense qu'il faudra mettre les ptios ici, pas plus près. Pour préserver l'illusion, mais aussi pour la sécurité. C'est le plus important, c'est la sécurité, avait-il répété, intraitable. Les 2 hommes avaient ensuite terminé la journée par une dernière chopinette au premier pub, histoire de sceller leur collaboration.
Lou avait vu repartir Vander pour Néo-Versailles avec l'assurance qu'il pourrait lui livrer sa farce et attrape sous un mois. Ce délai lui avait semblé raisonnable au vu des ajustements qu'il restait à faire. Durant le mois qui suivit, Vander Castafolt s'employa à créer et perfectionner cette superbe attraction pour enfants. L'idée de régaler ses petits yeux naïfs lui mettait du baume au cœur. Il constata avec surprise que ce qu'il avait d'abord pris pour un prototype de fumigène se révélait être un excellent carburant pour toutes sortes de moteurs. Il nota sa découverte sous le nom d'huile à combustion et reprit ses recherches pour mettre au point l'huile à fumer qui ajouterait au rendu spectaculaire qu'il visait pour sa machine. Ses longues journées de travail furent payantes et bientôt une bonne odeur de banane se répandit dans tout Néo-Versailles. « Mon ami, vous êtes incroyable, lui dit sa femme un matin. « Vous êtes bien aimable, baronne, répondit Vander aux anges. Depuis qu'il partageait sa vie avec cette femme distinguée, il lui semblait que son inspiration était décuplée. « Sauriez-vous me donner les étiquettes pour l'huile à fumer ?» demanda-t-il après un baisement des plus grivois. La baronne s'exécuta et revint bientôt avec les morceaux de papier déjà annotés. « Vous êtes si bon avec ces pauvres enfants, ajouta l'aristocrate en lui tendant les étiquettes. « Oh, vous savez, c'est tout naturel, hein. Vendre du rêve, c'est mon métier après tout. Mais le plus important, c'est la sécurité, compléta la baronne dans un rire. « Oufti, on dirait que vous me connaissez bien, gloussa Vander. » Il saisit une bonbonne de liquide et en ôta promptement le bouchon. Il plaça son appendice nasal au-dessus de l'orifice et inspira les yeux clos. « Banane !» annonça-t-il fièrement en s'empressant de coller une étiquette sur le jerrycan. Quelques instants plus tard, il terminait son entreprise. Depuis le seuil, la baronne demanda. « Mon ami, les deux reines nous invitent à dîner tantôt, qu'en pensez-vous » Le visage de Vander apparut entre les outils. « Les deux grâces ? Ma foi oui, pourquoi pas. Une petite sauterie ne saurait nous faire du mal. Et puis elles sont fort sympathiques toutes les deux. » Depuis que la reine Clotilde IV avait pris pour épouse Stella Leroy, les deux femmes régnaient avec sagesse et douceur sur Néo-Versailles. Les deux souveraines s'étaient rapidement retrouvées affublées du sobriquet « les deux grâces », témoignant de l'amour que leur portait la population. D'aucuns disaient qu'il fallait plutôt y voir un trait d'humour, les deux grâces soulignant leur indubitable prise de poids, fruit d'un intense gavage de whiz. Quoiqu'amusante, cette thèse n'avait toutefois rien d'officiel. C'était lors d'une des soirées organisées par la reine que Vander et la baronne avaient compris qu'ils étaient épris l'un de l'autre. Elle s'était montrée fascinée par ses histoires de gamelles, ainsi que par sa façon de danser, tout en souplesse et en élégance. De son côté, Vander avait apprécié le charme distingué et la finesse d'esprit de la baronne. En ville, elle était la seule à se battre pour l'observance des bonnes manières. Son naturel chaste et boudeur en faisait un être hautement chérissable aux yeux du Castafolt. D'aucuns auraient dit plus simplement qu'il s'était bien trouvé entrecoincé du cul. Ainsi, ce couple atypique filait-il le parfait amour. Du moins en apparence. S'ils étaient en totale osmose d'un point de vue psychologique, un problème se posait sur le plan physique. Leurs ébats demeuraient d'ailleurs un mystère pour l'artificier qui, à chaque fois qu'il se déshabillait, finissait immanquablement par tomber sur son code-barre et s'éteignait comme une masse. Au réveil, il ne conservait aucun souvenir des événements. La baronne ne s'en plaignait pas, elle l'acceptait tel qu'il était. À ses yeux, ce robot avait davantage à lui offrir que bien des hommes. Aussi considérait-elle la situation comme un juste prix à payer. Lorsque son compagnon court-circuitait, elle relevait ses manches sans rechigner et le réactivait grâce au bouton d'allumage qu'elle savait astucieusement placer dans un endroit difficile d'accès. Vander reprenait alors conscience et, faisant abstraction de cette étrange douleur au fondement, proposait de reprendre leurs ébats, parfois plusieurs fois de suite, sous l'œil consterné de son épouse. Bien sûr, lorsque la frustration se faisait trop forte, il arrivait à la baronne de flâner dans l'atelier de son mari à la recherche de certains accessoires plus ou moins contondants. Mais au fond, tout cela importait peu. Le seul regret qui ombrageait durablement son cœur était l'idée de ne jamais être maman. Elle devait pourtant l'accepter et profiter du présent que Vander avait à lui offrir. Il en allait finalement de même pour lui qui, bien qu'il l'ignorât, continuerait certainement à vivre des siècles après sa mort à elle. Tout n'était qu'une question de temps présent à cueillir telle quelle. L'idée d'être une épicurienne fit sourire la baronne. Elle s'approcha de son mari et lui déposa un baiser sur le front. « Que me vaut cette baise ?» s'étonna l'inventeur. « Parce que vous êtes là au bon moment, mon ami, » répondit-elle doucement. Vander la considéra un instant, ne sachant trop comment interpréter la situation. « Vous voulez que je vous sorte mon beffroi ?» La baronne secoua la tête dans un soupir. Son homme avait beau être un vrai gentleman, parfois il ne comprenait rien à rien.